Bonjour à tous, merci de vous être rendus disponibles dans cette dernière journée du salon. Certainement beaucoup de fatigue déjà et beaucoup de présentations passées. Donc pour assister à cette présentation convenue entre Intel et Cisco sur le thème des objets connectés au service d'une médecine de précision et de systèmes de santé efficients à horizon 2020. Donc je suis enchanté pour ceux qui ne me connaissent pas, Valère Dussault, le responsable de l'activité santé et sciences de la vie pour Intel au bureau de Paris. Nous avons en charge l'Europe de l'Ouest. Et précédemment, j'étais donc impliqué dans les projets Régions sans film au niveau du groupement de coopération sanitaire décisif, à la PHP, également à Thales, de 10 ans d'expérience dans le domaine de la santé. Donc cette conférence est donnée en partenariat avec Intel et Cisco, et vous pouvez retrouver des présentations et les équipes d'Intel et Cisco sur le stand E90 un peu sur le côté pendant les quelques heures qui nous sépareront de la fin du congrès. Alors je vais être souvent un peu en anglais au niveau des slides, mais bien sûr vous avez compris, je vais continuer en français avec le micro. Et je voulais déjà, pour commencer, qu'on puisse ensemble célébrer quelque chose qui est le 50e anniversaire de la loi de Moore. Gordon Moore est l'un des fondateurs d'Intel et je voulais qu'on puisse passer un petit moment ensemble avec une petite vidéo. E. Moore predicted that the number of transistors in a dense integrated circuit would continue to grow exponentially. This observation became known as Moore's Law. Integrated circuits really evolved from being a measure of what goes on in the industry to something that drives the industry. Moore's Law has driven Intel and the industry to make the impossible possible. Whatever has been done can be outdone. Voilà, donc la célèbre loi de Moore fête ses 50 ans, c'était il y a quelques jours, et je voulais qu'on prenne ce petit instant pour se remémorer de cela. Alors Intel en France, c'est environ 1000 employés. Souci technique réparé. Intel en France, c'est un peu plus de 1000 employés, dont beaucoup proviennent d'acquisitions d'Intel, de start-up par Intel, notamment dans le sud de la France, à Montpellier, à Nice, mais également à Nantes, sur des technologies mobiles et open source. Et comme je le disais en introduction, l'Europe de l'Ouest est gérée au niveau du siège à Paris, où moi-même et les équipes des ventes sont localisées. Donc ça représente quand même une belle implantation en France et un pari d'Intel qui est fait sur la France. Pour revenir au sujet, donc, on va décomposer la présentation en 5 grandes parties. Je vais d'abord introduire le pourquoi d'Intel dans la santé, ce qu'on peut voir comme étant défini comme des objets connectés et des wearables. J'ai pour ce coup-là pas beaucoup de traduction. On va regarder un peu ensemble quelle est la vision qu'on a du marché des objets connectés à venir dans la santé. On regardera quelques exemples comme indiqué dans le synopsis de cas d'utilisation de ces objets connectés, et puis on verra comment, c'est une grande problématique de l'industrie, comment on peut rendre ces objets connectés réalistes dans les années qui viennent. Alors quels sont les grands challenges dans la santé tels qu'on les voit à Intel pour les années à venir? Déjà, il y a un fait avéré, il y a 2 milliards d'êtres humains sur Terre qui seront âgés de plus de 60 ans en 2050. Donc il y a un vieillissement certain de la population, il y a des coûts parce que de plus en plus de gens se font soigner et bien soigner dans le monde, et donc les coûts pour le monde entier d'ici à 2020, là on est vraiment demain, ils vont monter de 50% au niveau des soins de santé. Il y a parallèlement à ça, parce qu'on a une grande exigence avec les personnes qui délivrent les soins qui est maintenue, eh bien, on va avoir une déficience en termes de nombre de médecins qui vont être en capacité de prendre en charge ces patients. Et au-delà de ça, dès aujourd'hui, on a des pertes importantes parce que le système n'est pas assez efficient. Il y a d'autres challenges
à venir. Il va falloir donc mettre en place des réformes. La santé est souvent gérée au niveau public, des millions et des milliards de dollars qui sont déjà investis dans l'IT, mais est-ce que c'est suffisant? Les patients viennent voir les médecins, leurs médecins traitants avec eux-mêmes des objets connectés et commencent à se prendre en charge au niveau de leur santé. Un autre élément ici en vue. Et puis, il y a beaucoup d'informations qui circulent sur les réseaux sociaux, qui peuvent être des éléments complémentaires, et on voit poindre là le big data. Et en finale, avec l'apparition de la génomique notamment, il y a des nouvelles médecines qui apparaissent, et on parle là de médecine personnalisée, et je vais y revenir dans quelques instants. Donc la mission d'Intel dans la santé, c'est de délivrer des solutions technologiques innovantes qui vont permettre d'améliorer, d'avoir un meilleur coût, d'améliorer la qualité et l'accès aux soins pour les milliards de personnes qu'on a citées précédemment. Comment on met en place cette mission chez Intel? Eh bien, en gérant ce qu'on appelle le end-to-end. Encore une fois, je n'ai pas trop le mot qui convient, mais vous avez vu Intel dans les années peut-être qui ont précédé travailler, pour ceux qui étaient là il y a 3 ou 4 ans, sur ce salon même d'ailleurs, Intel positionné sur le maintien à domicile du patient dans une optique d'économie pour le système de santé. Là, Intel vient dans la santé avec la volonté de contribuer de manière générale sur l'ensemble du périmètre des technologies. Ça veut dire de l'hôpital à la maison, donc, des centres médicaux les plus réputés aux déserts médicaux, ou en tout cas les endroits où il y a moins de médecins, des scanners aux objets connectés, et de l'ordinateur, de la tablette, aux data centers et aux solutions big data dans le cloud. Donc vous voyez, c'est un ensemble complet de un spectre complet de technologies. Et tout cela, la difficulté, c'est de le mettre en place de manière sécurisée, en respectant des hautes performances telles qu'attendues par les utilisateurs et une consistance dans l'usage, c'est-à-dire qu'il retrouve, l'utilisateur, le même confort dans tous les usages qu'il aura avec ses machines. En termes de vision santé, ça veut dire qu'on a une influence à avoir sur le spectre complet des acteurs. Le spectre complet des acteurs, c'est bien évidemment les patients eux-mêmes, qui se monitorent maintenant eux-mêmes leur santé pour certains d'entre eux, les médecins évidemment, les fournisseurs de soins, que ce soit au niveau de l'imagerie, de la génomique comme je l'ai cité précédemment, les laboratoires pharmaceutiques qui sont là en amont encore pour inventer les soins de demain, et puis pour mettre en œuvre tout ça, les payeurs qui doivent faire en sorte qu'on soit dans un modèle qui soit raisonnable et viable à long terme. Il y a dans ce contexte 2 grandes innovations qui arrivent, qui sont la génomique, comme je l'ai cité précédemment, et le big data autour des données qui sont déjà collectées depuis de nombreuses années en France, notamment dans les dossiers patients, et c'est ce qu'on appelle le clinical analytics. Ces 2 éléments-là vont être les vecteurs de changement qui vont amener à, en grande partie, une nouvelle santé, une médecine personnalisée en 2020. Alors, ça veut dire, pour Intel, travailler à tous les niveaux, avec des coûts qui vont grandir, mais un niveau de risque qui va éventuellement lui aussi être plus important, parce qu'on a plus d'exigences et une qualité de vie sur laquelle on a également plus d'exigences, ce qui peut aussi amener à maintenir plus souvent à domicile certains patients. Comment Intel agit dans ce contexte-là? C'est évidemment en fournissant la technologie, mais c'est aussi en travaillant avec des partenaires, et de manière complètement forte. Là, c'est le cas avec Cisco, mais c'est aussi le cas avec des équipes de recherche, par exemple, qui sont en utilisation d'un matériel à base d'Intel. C'est avec, pour que les écosystèmes d'entreprises se mettent en place, des consortiums d'entreprises autour des standards, avec aussi les instances gouvernementales sur les définitions des lois qui sont sous-jacentes aux mises en place de modèles. Et puis, voilà, Intel agit encore une fois en tant que
donneur de conseils auprès des gouvernements et des organisations qui sont en charge des systèmes de santé. Ça également se met en place en investissant à travers différentes sociétés à différents niveaux. Et c'est donc une vision complète à travers un continuum dans le système de santé qui est mis en place. Alors, revenons au sujet principal, vous êtes venus là pour ça. Si on parlait d'IoT et de wearables, donc qu'est-ce que c'est un objet connecté? On a une proposition dans le dictionnaire qui dit que c'est quelque chose qu'on pourrait utiliser tous les jours et qui enverrait et recevrait de l'information. Et un wearable, c'est un objet connecté qui a la particularité de pouvoir être porté sur le corps. Si on parle d'objets connectés portés sur le corps, une problématique qui se pose, c'est la problématique de l'automesurement. Donc la question est, on prend des informations, mais soi-même, sur soi, quelles valent ces informations? Est-ce qu'on peut en prendre sur différentes choses et les prendre de la même manière? Probablement pas. Ici, vous avez un exemple avec un site qui est bien connu ici, qui est mené par, mis en place par les équipes du docteur Postelvinet qui travaille à l'hôpital européen Georges Pompidou et qui montre un peu les différentes possibilités que vous avez de vous auto-mesurer. Seulement, l'automesure que vous pourrez faire, elle est peut-être parfois pas nécessaire parce que, par exemple, prendre son pouls tout le temps pendant la journée n'a probablement pas d'intérêt. Parfois, les objets connectés que vous utilisez, ils vous donnent un résultat qui paraît très simple, mais il est simplifié par l'algorithme qui a traité la donnée initiale. Une autre question qui se pose, c'est la norme. Est-ce qu'on peut considérer que quelqu'un qui dort 4 heures par nuit est malade? Peut-être que rien n'a été démontré sur le fait que dormir 4 heures par nuit était un facteur de mauvaise santé. Mais quand même, dans certains cas, on peut quand même en tirer des informations intéressantes. En particulier, un exemple simple, vous avez une personne qui est en insuffisance cardiaque. Si son poids varie de 500 grammes à la baisse, on sait qu'il y a un risque pour cette personne dans le jour qui vient. Donc, dans certains cas, la mesure a un intérêt, mais pas dans tous les cas. Et il y a un autre cas où c'est très intéressant, c'est pour les laboratoires pharmaceutiques. Dans tous les cas, pour vérifier qu'un médicament est pris ou encore qu'un traitement a véritablement un effet, eh bien, les laboratoires pharmaceutiques commencent déjà à utiliser pour des essais cliniques des objets connectés qui leur donnent des résultats beaucoup plus rapides sur la validation des traitements. Tout cela, c'est donc une innovation continue et des effets intéressants, tellement intéressants parfois que certains gouvernements, et ça avait été le cas en France, ils se sont un peu enthousiasmés et il faut faire attention. On a eu un cas dans la fin des années 2000 où le gouvernement français a proposé qu'il y ait un remboursement qui se fasse pour les personnes qui avaient des problèmes d'apnée du sommeil uniquement s'ils portaient un objet connecté sur eux qui envoyait ces données à la CNAM TS. Le résultat, ça a été que le Conseil d'État a trouvé que cette problématique était trop complexe pour être mise en place avec ce délai, parce que l'objet lui-même n'était pas forcément suffisamment précis dans sa mesure. Et puis, bien sûr, il y a plein d'objets qui sont partout dans le périmètre de notre vision. J'ai ici voulu vous montrer la tétine connectée. Qu'est-ce qu'elle fait, la tétine connectée? Elle prend la température du nourrisson en même temps qu'il tète sa tétine. Pourquoi pas? Est-ce qu'il y a peut-être des objets connectés intéressants, peut-être d'autres un peu moins, je ne sais pas. En tout cas, le marché des objets connectés, et on va maintenant s'y intéresser, il est assez, en tout cas tel que présenté par ici IDC, assez impressionnant. D'ici 2018, on doit atteindre 827 milliards d'euros pour ce marché. Et comment se positionne la santé dans ce marché? Elle est ici un peu en haut.
elle est plutôt bien placée. C'est-à-dire que ça va être l'un des verticaux les plus impactés par les objets connectés. Qu'est-ce qui drive donc dans la santé? On l'a dit, hein, c'est la réduction des coûts, le fait plus précisément que certains patients ne soient pas réadmis dans l'hôpital, qu'on ait une gestion des cas de maladies chroniques qui soit plus important, mieux gérée, qu'on reste jeune plus longtemps, et puis qu'on mette en place des médicaments, des traitements à base de médicaments peut-être plus vite avec des essais cliniques plus efficients. Et comment ça va se mettre en place tout ça, on ne sait pas trop encore. Est-ce que on va donner envie aux patients en leur donnant peut-être des polices d'assurance moins chères parce qu'ils seraient bien en train d'utiliser l'objet connecté qui annonce à l'assurance qu'ils s'en servent bien, peut-être, et qu'ils sont en bonne santé, peut-être. On ne sait pas encore comment ça va se passer. Donc c'est une grande question. En tout cas, en termes de volume de croissance, si vous comparez aux autres, par exemple aux téléphones portables ou aux PC traditionnels, vous avez une croissance légère qui est attendue par Gartner dans les années qui viennent, mais les objets connectés, regardez ça, c'est incroyable, c'est la profusion. Alors ça, c'est en nombre d'unités. Bien sûr, un objet connecté ne coûtera jamais aussi cher qu'une tablette ou qu'un PC, mais quand même, c'est intéressant de constater ça. Et puis pour ce qui est des wearables, alors là c'est pareil, on passe d'une dizaine de millions d'unités en 2013 à pratiquement 140 millions d'unités dans le monde en utilisation en 2018. Donc c'est quand même une grande affaire du moment. Qu'en est-il de la France dans ce contexte? La France est quand même, il faut le dire, attendue. Alors là c'est pas sur les objets connectés mais sur les systèmes d'information de santé. La France, avec une dépense moyenne par habitant en santé qui est dans la moyenne européenne, je l'ai entouré ici en vert à gauche, loin bien sûr des États-Unis qui est le premier par habitant qui dépense le plus d'argent, mais la France est quand même le pays d'Europe sur lequel on constate qu'il y aura la plus grosse progression du marché en santé au niveau technologie d'ici 2020. En tout cas, c'est ce qui est annoncé par ici Frost et Sullivan. Pas plus tard que l'année dernière. Alors, on arrive au cas d'exemple. Comment on peut utiliser donc ces objets connectés? Le wellness, est-ce que c'est de la santé? La question se pose. Est-ce que c'est de la prévention? Peut-être pas. Peut-être qu'on surinterprète un certain nombre d'informations qui sont transmises par les wearables qu'on porte sur nous. En tout cas, il y a quand même, encore une fois, si on se replace dans le contexte de quelqu'un qui a une maladie chronique, un intérêt qui est évident. Si vous regardez ici à droite, les maladies chroniques comme le diabète, vous voyez que eh bien, on a des utilisations d'objets connectés plus importantes pour des résultats qui sont indiscutables. Le maintien à domicile, ou en tout cas aussi le fait de pouvoir donner un maximum d'autonomie aux patients lorsqu'ils sont assez gravement atteints, c'est un autre élément intéressant. On peut monitorer à distance. On peut imaginer, il y a ce concept de home care, avec la maison qui est un cocon qui prend soin de vous, avec des tas d'informations qui sont prises à différents endroits de la maison et qui vous donnent un meilleur confort. Quand vous êtes très malade, ça peut être assez important d'avoir ça. Ça peut être une assistance au niveau de la mémoire aussi, dans les activités de tous les jours aussi, des éléments intéressants. Et finalement, même dans des contextes de court terme, eh bien, on peut monitorer de manière très très précise les éléments qui peuvent être importants. Le clinical care, comme on dit en anglais, c'est l'idée que là, on est dans l'urgence, on est dans le moment où tout doit être mis en œuvre pour sauver une vie. Et là, on a encore des choses qui sont assez étonnantes qui sont faites actuellement. Alors, c'est des objets connectés qui finalement existent là, dans ce contexte, depuis très longtemps. Le wearable tel qu'on le voit dans le wellness, il existe
il est wearable, il est porté par les gens malades dans les chambres de réanimation, par exemple, depuis bien longtemps. Mais l'idée, c'est, voilà, vous avez de l'information à différents endroits. Vous l'avez compris, maintenant, la question, c'est comment on va les interconnecter pour obtenir des gains. Ici, j'ai une petite présentation sur la réduction des réadmissions. C'était dans un hôpital en particulier aux États-Unis où on a eu à ce moment-là des baisses au niveau des réadmissions. Est-ce que vous vous souvenez de Michael J. Fox? Michael J. Fox était le héros du film Retour vers le futur dans les années 80. Michael J. Fox, il est aujourd'hui malheureusement atteint de la maladie de Parkinson. Ce qui est le cas d'ailleurs aussi d'un des fondateurs d'Intel. Et il y a eu des choses assez formidables de faites sur ce sujet, et je voulais à nouveau le partager avec vous avec un petit film. When I heard the news that Brett had Parkinson's, everything stopped. I'm 38 years old, I'm healthy, I'm a marathoner, I barely have any symptoms, and my doctor tells me I have a disease for old people. That's a little shocking. One of the things that we find with Parkinson's patients is that living with the disease is challenging, and they almost don't know what steps to be taking. Parkinson's is a scary thing for anybody, and for a young person, it's particularly scary. Job, kids to raise, a life you want to enjoy to the fullest. So when I heard Brett was participating in a study about technology, I was really thrilled and excited. We've long struggled with a challenge where physicians are really seeing patients infrequently and in a very short snippet of time. The idea of marrying technology such as wearables to the experience of the patient day in and day out enables us really for the first time to collect an extraordinary amount of data. Having a device allowed the technology to do a lot of that work for me in a way that I barely even noticed. And to me, that's very promising. The objective is to create a technology platform that Parkinson's researchers can use to both better understand the behavior of the disease, as well as identify treatments that can slow the progression and improve care. Establishing an open access platform where data from different devices over time can be collected leads us on a path of thinking, wow, we can really distribute it broadly to the scientific communities. Being able to partner with Intel and take advantage of and benefit from the ability for machine learning and algorithm generation is just an extraordinary gift to science and to our ability to bring this type of additional data to our field. We are thrilled to have had the opportunity to work with the Michael J. Fox Foundation to build this end-to-end big data analytics platform to advance the research behind Parkinson's disease with the obvious objective of identifying a cure. There is nothing more important to Parkinson's patients than a better treatment and a cure. Anything that allows us to have a really good quality of life as long as possible is the goal. And that's our hope, that there will be a cure in our lifetime. Voilà, donc connectons maintenant l'ensemble de ces objets connectés, de ces wearables, pour améliorer la situation générale. Alors, comment faire justement? Parce que tout ça, tout le monde travaille dans son coin, mais il faut bien à un moment donné rendre les choses communicantes entre elles. La vision d'Intel sur l'Internet des objets, pas seulement dans la santé, c'est de dire qu'il y a des objets connectés intelligents, il y a des systèmes d'objets connectés qui vont être existants, et que derrière, eh ben, il y a aussi une problématique qui va être l'exploitation de la donnée à travers de l'analytique. Ça veut dire mettre en place une plateforme. Aujourd'hui, Intel lance Intel IoT Platform pour permettre à l'ensemble des développeurs d'objets connectés de faire que leur objet soit connectable avec les autres, utilisable, dans un contexte de sécurité important. C'est donc vrai pour les objets connectés de longue date utilisés dans l'hôpital au niveau, par exemple, des chambres de réanimation, et aussi pour ceux que vont apporter les patients eux-mêmes à travers leur utilisation de wearables dans le fitness.
Ça veut dire, voilà, travailler dans différents verticaux, vertical santé, vertical énergie, vertical construction par exemple, parce qu'ils peuvent être liés à un moment donné, si on parle de home care notamment, et mettre en place une vision cette fois-ci horizontale sur la technologie, de manière à ce que l'ensemble des objets de ces différents verticaux communiquent entre eux. Comment ça se fait? Ça se fait de manière assez complexe, évidemment. Intel agit à différents niveaux dans le monde, au niveau de consortium, pour avoir ce continuum donc, qui est présenté ici. Il se fait avec des partenaires, ce travail, avec Cisco, ici en particulier, aux différents niveaux, que ce soit sur de la mise en place d'infrastructures informatiques, jusqu'à la définition du service qui est supporté par cette infrastructure. Ça se fait aussi par Intel lui-même avec des partenaires, ou parfois dans le contexte de projets assez importants. Sur moi aujourd'hui, je porte une montre Basis, qui est la montre ici indiquée. Elle prend mon pouls à longueur de temps et me surveille pendant la nuit. Et depuis quelque temps, j'ai appris que je dormais plutôt bien, a priori dans la norme, avec un sommeil à la fois réparateur pour le corps et un sommeil réparateur pour le cerveau, les neurones. Donc ça va. Maintenant, il y a du travail qui est fait déjà aussi à d'autres niveaux sur l'hôpital avec Sotera. Là, on est sur de la prise de pouls de manière absolument cliniquement vérifiée. Et il y a des tas de choses qui arrivent. Tout ça, c'est basé, tous ces produits-là, ils sont basés sur une technologie Intel qui s'appelle le processeur Atom, qui est un des plus petits processeurs de la gamme Intel, et qui a la particularité dans ces objets connectés, évidemment, vous imaginez bien, il faut de l'autonomie, que ça ne chauffe pas trop. Et par contre, on est un peu moins en demande de puissance de ce côté-là. Mais alors, de l'autre côté, bien sûr, parce qu'il faut connecter tout ça, il y a des routeurs qui sont possibles, côté Intel, et puis tous les processeurs de la gamme Xeon qui sont utilisés, eux, dans les data centers, avec la possibilité de faire du big data dessus. Et tout ça, ça se fait donc avec les partenaires, et les partenaires, ils se réunissent au sein de consortiums, et en particulier, si Intel a mis en place une action de type Make it wearable pour permettre à l'ensemble de ses partenaires d'utiliser des technologies Intel en priorité lorsqu'ils travaillent sur les objets connectés, il y a aussi, et c'est très important de le signaler, le consortium Continua qui a une instance spécifique pour la santé. Continua, j'invite ceux qui en sont intéressés, c'est vraiment l'idée de permettre à toutes les grandes entreprises des technologies de faire des objets qui communiquent entre eux. Et Continua, cette année, aura lieu à Paris le 24 juin prochain. C'est porte ouverte, donc pour ceux que ça intéresse, pourront venir rencontrer les différents acteurs de ce domaine. Voilà, on y arrive pratiquement à la fin de cette présentation. Je ne peux pas terminer cette présentation sans rappeler à nouveau l'importance de la sécurité dans ce domaine. Intel, pour mettre en place cette sécurité qui convient, travaille et a au sein de son organisation McAfee, le célèbre antivirus, qui est maintenant propriété d'Intel, et qui donc permet, mais il y a d'autres éléments de sécurité qui sont proposés bien sûr, d'assurer cette connexion entre les différents objets. La mise en œuvre derrière du big data dans les data centers, c'est la clé, c'est ce qui permettra le plus d'innovation dans la santé, mais tout cela de manière sécurisée. Voilà, donc encore une fois, je vous invite à aller voir les équipes Intel et Cisco sur le stand E90. Vous pourrez échanger plus en avant avec nous. Et puis, il nous reste 15 minutes, on a tenu le timing, pour des échanges ici dans la salle. Je vous remercie de votre attention. Par le bon bout. Marie-Françoise Depan, je m'occupe d'un site pour les médecins. Il s'appelle Buzz Médecin, mais qui est surtout sur les logiciels médicaux.
Pour les objets donc, qui sont équipés de vos processeurs, est-ce que ce sont des objets qui utilisent plutôt qui communiquent avec des smartphones Microsoft? Oui, a priori. En tout cas, il n'y en a pas beaucoup jusqu'à présent. D'accord. En tout cas, tous les objets à base de processeurs Intel, ils communiquent avec ce qu'on appelle, j'ai un trou de mémoire avec évidemment, le Bluetooth ouais. voilà, léger, voilà, évidemment. Derrière, la plateforme principalement poussée par Intel, c'est Android parce qu'elle est libre sur certains aspects. Et Microsoft est un partenaire longue date d'Intel et les objets sont en général proposés avec un software qui fonctionne également sous environnement Microsoft. Ces objets-là que vous avez montrés, ils existent, ils sont lancés en France ou ils n'existent pas, ils sont vendus sur le marché français? Oui, ils sont vendus sur le marché français. Là, j'ai pas, justement, c'est dommage parce que là, je peux pas le montrer, c'est sur mon autre PC. Mais là, justement, il y a quelque chose de très amusant, j'ai trouvé, j'ai vu ça, et qui est lancé en France. Et, bon, a priori, on devrait pouvoir le trouver à la Fnac assez rapidement. Vous avez des écouteurs et en même temps, ces écouteurs, ils prennent votre battement, voilà. Et ça, c'est proposé en objet Intel. Quand je parlais de la montre Basis, Basis est une société avec laquelle Intel travaillait, mais que Intel a racheté en février dernier. Et donc, pour prendre des savoir-faire. Mais l'idée d'Intel, c'est toujours de faire des choses avec des partenaires. Donc là, en l'occurrence, ce savoir-faire, il a permis à Intel de démontrer un savoir-faire qui a fait qu'en février dernier, il y a Tag Heuer. Alors là, on sort un peu du périmètre strict de la santé, on passe sur un peu du luxe peut-être. En tout cas, il y a un partenariat avec Tag Heuer qui a été mis en place. Et donc, il y aura une montre Tag Heuer connectée à base de technologie Intel qui sera proposée dans les mois à venir. Bonjour, je suis médecin et j'ai besoin d'une précision. Avec ces appareils qui sont en permanence sur la personne, comme votre montre, vous dites que vous dormez avec, est-ce qu'on a pu évaluer les effets secondaires des ondes? Parce que si vous avez cette montre toute la journée, vous l'avez la nuit, donc vous l'avez en permanence. Il faut la recharger déjà, donc je ne l'ai pas toujours. Pour l'instant, ça prend encore pas mal d'énergie. Les ondes, c'est un sujet qui est un peu difficile à traiter pour moi. Je ne suis pas spécialiste, je ne suis pas physicien. Mais bon, l'objet est juste à côté. Je crois que, en tout cas, moi j'ai utilisé les téléphones portables depuis 99 à peu près. Et je pense que c'était très dur au début. A priori, c'est des ondes quand même assez basses fréquences par rapport à ce qu'on a pu voir, notamment avec la téléphonie mobile. C'est un sujet qui est intéressant. Ça méritera sûrement que ça soit discuté au niveau sociétal. J'ai pas meilleure réponse. Oui, je suis médecin aussi, je suis passionné de nouvelles technologies. Est-ce qu'on va vers un monde Big Brother, quoi? C'est-à-dire tout le monde va être connecté, mais le problème c'est qu'en aval, il n'y a pas de médecin il n'y a pas de call center, du moins en France, à part H2A. Il y a un article de Michel Billot dans Hospitalia ce mois-ci, quoi, qui est très... voilà, en France on parle beaucoup. L'ordre des médecins a une position toujours rétrograde, etc. C'est un peu le bordel, quoi. C'est le baratin. Et le problème, c'est qu'on fait des gens, comment dire, les gens vont se prendre la tension, le pouls, mais il n'y aura personne pour analyser ça après. Donc les gars, ils vont se faire des cinémas. Enfin, on va vers un monde complètement barjot, quoi. C'est sûr que c'est un sujet compliqué. Ça mérite des discussions. Là, on parle au niveau technologique, mais ça mérite vraiment des discussions au niveau organisationnel. Il y en aura certainement de nombreuses. J'avais quand même en tête que on considère qu'un objet connecté qui mesure la tension artérielle, il mesure la tension artérielle de manière meilleure que si on est chez le médecin dans beaucoup de cas, parce que chez le médecin, le patient est stressé au moment où on lui prend la tension artérielle, alors que chez lui, il est tranquille avec son objet. Bon, ouais, il y a beaucoup de sujets de ce type-là. C'est pourquoi nous, on insiste sur l'aspect sécurité.
Mais encore une fois, la passion, je crois que c'est un sujet passionnant, et les objets connectés, c'est vraiment passionnant, mais il y a derrière tout ce qui se passe au niveau du big data, où là c'est encore plus passionnant, je crois. C'est un peu moins facile d'accès, mais je crois que c'est encore plus passionnant. En tout cas, moi, ça me passionne encore davantage. Oui, bonjour, Benoît Gosselin de Zip Santé. Je voulais savoir comment se positionnaient ces objets par rapport aux problématiques d'interopérabilité. Est-ce qu'en général, ce sont des objets qui communiquent avec d'autres appareils dans le propre système de communication d'Intel ou des fabricants, ou est-ce qu'il y a des standards d'interopérabilité qui permettent d'étendre leur usage? Alors, à nouveau, je ne suis pas spécialiste et je vous invite à venir au Salon Continua, donc le jour des journées portes ouvertes le 24 juin. Mais je crois qu'on distingue véritablement, et c'est ce que j'ai essayé de faire en début de présentation, du wellness, où là, en tout cas sur les serveurs des compagnies qui mettent en place leurs objets, en France il y en a beaucoup, il y a un superbe écosystème d'entreprises qui travaillent sur les objets connectés en France. Bah là, elles ne doivent pas elles n'ont pas à respecter l'agrément hébergeur de données de santé. Par contre, les autres sur lesquels on est sur du soin, déjà sur du médical avec une accréditation pour mettre en circulation l'objet, là, les données en France, en tout cas, elles doivent être positionnées sur des serveurs agréés par la ZIP. Pour faire intercommuniquer tout ça, à un moment donné, c'est compliqué parce qu'en effet, on l'a dit tout à l'heure, il y a d'un côté des objets donc, qui vont être dans un réseau spécifique qui est agréé et d'autres qui ne le sont pas. Est-ce qu'il y a, ça c'est, je me retourne à la limite vers vous, est-ce qu'il y a pas une nuance à trouver entre quelque chose qui est très exigeant, qui est l'agrément hébergeur de données de santé, et quelque chose qui est probablement pas assez, qui protège pas assez l'utilisateur d'un autre côté, et qui est le fonctionnement qui a été mis en place ad hoc parce que il n'a pas été réfléchi préalablement. Voilà ce que je peux dire. Mais encore une fois, le 24 juin, Continua travaille précisément sur ce type de choses. Pas de dernière question? Si. Juste une autre question dans le même ordre là. Toutes ces données là qui sont agrégées là par des call centers, généralement aux USA, ben, je me pose la question. Je veux dire, il y a des gens qui commencent à les vendre aux USA d'ailleurs, hein, même si c'est recueilli de manière anonyme, quoi, et pas gratuite. Et donc, qu'est-ce que ça devient tout ça, quoi? Et je veux dire, putain, mais on va être complètement dématérialisé, quoi. Et on va utiliser nos propres données, quoi. C'est à des fins lucratives, quoi. Il n'y a que le pognon qui compte, quoi. Je crois que c'est vraiment un sujet qui sociétalement mériterait d'être encore abordé davantage. Nous, on l'aborde uniquement du point de vue de la technologie, hein. On apporte la technologie. Oui, je suis d'accord avec vous, il faut faire attention, encore une fois. Aux États-Unis, il commence à apparaître des assureurs qui disent « si vous portez des objets qui me montrent que vous prenez soin de votre santé, vous paierez moins cher ». Est-ce que c'est une société que l'on veut ici? Est-ce qu'on veut une autre type de société? Peut-être. Il faut réfléchir dès maintenant parce que la technologie va très vite. Je voulais mentionner à un moment donné la vitesse à laquelle ça allait. Le premier objet connecté qui permettait de mesurer le pouce, c'est 2011, si ma mémoire est bonne. C'est hier. Et déjà, on arrive à des choses beaucoup plus complexes. Les données sont au même endroit. On peut certainement obtenir des informations extraordinaires. Il faut faire très attention à tout ça. Voilà. Nous, Intel, on apporte la technologie. Il y a des sujets importants, sociétaux, en effet, autour de ça. Je suis anglophone, mais je vais essayer de faire ça en français, parce que vous avez dit quelque chose de très intéressant. Quelle est la responsabilité de l'individuel? Si vous portez un bracelet et vous vous occupez de vous-même, vous êtes moins cher aux sociétés.
Est-ce que c'est votre obligation de faire ça ou pas? C'est comme dans les avions. Vous payez pour 2 bagages. Si vous avez 2 bagages, je ne veux pas payer pour votre bagage si j'ai un seul. Vous ne voulez pas répondre? Oui, votre question est très très pertinente, quoi. Oui, je ne peux pas porter la responsabilité pour quelqu'un d'autre, ça c'est clair. Mais ce que je ne veux pas, c'est que mes propres données de santé, quelqu'un d'autre s'en serve à des fins essentiellement financières et lucratives. C'est ça que je veux dire. Enfin bon, c'est un débat de société, ça c'est clair, quoi. Mais j'ai l'impression qu'on est manipulé, quoi. Dans des fins, ouais, prenez soin de votre corps, etc. Mais il n'y a que du business derrière, ça c'est clair. Ou pas? Ouais, je crois pas que ça apparaisse comme ça. Je pense qu'il y a beaucoup de monde qui les a essayés. Tout le monde ne les a pas gardés. Je ne peux pas dire que je la porte tout le temps non plus, ma montre. On sait bien que ces objets-là ne sont pas utilisés. C'est un autre élément qu'on pouvait signaler. Ils ne sont pas utilisés pour l'instant à long terme par les gens qui les achètent. Donc c'est qu'ils ne rendent pas encore tout à fait le service attendu. Moi, je crois qu'à un moment donné, s'il y a quelque chose qui apparaît, c'est que ça rend service. Après, comme dans toutes les choses, il y a des bonnes choses et des moins bonnes choses. Et il faut être vigilant. Et là, je rejoins la remarque de monsieur. Il faut être vigilant sur tout ce qu'on fait. On s'engage. En effet, quand on porte un objet comme ça, il faut être conscient qu'on a de l'information qui va quelque part. On l'accepte ou on ne l'accepte pas, mais il faut en être conscient, en effet. Maintenant, voilà, c'est un sujet sociétal et ce n'était pas véritablement le thème, mais je comprends et c'est passionnant et c'est pour ça qu'on y arrive. Ces objets, ces technologies sont des technologies qui sont, comme on le dit, disruptives. Elles changent la société et donc on en parle. Une dernière remarque. Je regrette, apparemment, il n'y a pas de pilote dans l'avion. Ça fait 20 ans que je fais partie d'un truc qui s'appelle le CATEL. On parle beaucoup, on discute, voilà, on baratine, mais ça fait pas avancer le schmilblick. Au niveau des autorités, de la Sécu, de l'ordre des médecins, du gouvernement, chacun tire la couverture à lui, des mutuelles. Personne ne prend en charge. Ça fait 20 ans qu'on parle. Ouais, il faut financer la télémédecine. On gagne du temps, on gagne des années de vie. Ça coûte beaucoup moins cher. Mais voilà, il faut faire des preuves comme quoi. Ça fait 20 ans qu'on en parle et ça n'avance pas, quoi. Il y en a marre. Ouais, moi, je suis d'accord avec monsieur, parce que j'ai débuté ma carrière ça fait pas encore 20 ans. Il y a 15 ans, je travaillais déjà sur la télémédecine. Et effectivement, il y a beaucoup de freins, mais avec ce que vous évoquez, c'est la peur aussi de ce qu'on va faire des données. Et c'est ça aussi qui freine l'évolution des choses. Mais ce que je voulais dire, c'est qu'il y a des systèmes qui sont très intéressants. Par exemple, dans le traitement du diabète, ce qui a été développé par Volantis, qui a fait une étude clinique avec Diabéo, où on arrive à faire, grâce un outil connecté, on arrive à faire baisser le taux de glycémie. Donc on vient, en fait, avec un produit qui n'est pas du tout un médicament, on vient améliorer de façon clinique le patient. Et ça, je pense qu'on ne peut plus se passer de ce luxe, surtout dans la situation de R&D où se trouvent les laboratoires actuellement. C'est-à-dire qu'il faut qu'on trouve d'autres moyens pour soigner les patients, puisqu'on est parfois dans l'impasse d'un point de vue thérapeutique sur les molécules. Sur le développement des molécules. Voilà. Merci, je suis d'accord. On arrive au terme, malheureusement, mais encore une fois, on peut continuer des échanges sur le salon et sur le stand Intel Cisco. Merci beaucoup pour votre présence. Vous m'avez rendu le papier tout à l'heure. Ouais.
question. Non, je suis Dental aussi. Je suis bien passé. Hein.